Bonjour, donc dans cette série de vidéos, on va voir ensemble le cours de la microbiologie générale. Donc généralement, on va traiter 4 chapitres. Le premier, le monde microbien. Le deuxième, sur la morphologie et structure de la cellule bactérienne. Et le troisième, sur la nutrition et métabolisme chez les bactéries. Et finalement, la croissance bactérienne. Alors, comme définition, la microbiologie, c'est la science qui étudie les micro-organismes. C'est quoi un micro-organisme? Donc, comme le nom l'indique, sont des êtres vivants microscopiques, sont de trop petite taille, invisibles à l'œil nu. Donc, pour les observer, on doit utiliser un microscope. Et ces organismes sont souvent unicellulaires, c'est-à-dire sont constitués par une seule cellule, parfois pluricellulaires, mais il y a l'absence des tissus différenciés. Il y a aussi ce qu'on appelle des virus qui sont des entités acellulaires, ne possèdent pas une membrane cytoplasmique, etc. Donc ne sont pas des cellules. La microbiologie s'intéresse généralement à l'étude du fonctionnement des cellules, la diversité, donc les types des micro-organismes, l'évolution, on verra ça dans ce chapitre, donc sur la phylogénétique, et également le métabolisme, et ça en relation avec la nutrition microbienne, les rôles des micro-organismes bien sûr dans la planète et pour l'être humain, comme Pasteur a dit que le rôle de l'infiniment petit, il veut dire par ça, les micro-organismes dans la nature est infiniment grand. Donc, et ça reflète l'intérêt vital des micro-organismes de notre planète. Alors, un peu d'histoire sur la découverte des micro-organismes. Donc, Robert Hooke a été le premier qui a décrit les micro-organismes. Donc, il a publié un dessin des structures de reproduction chez un champignon appelé mucor. Donc, ça a été publié en 1665. En utilisant un microscope. Donc voilà le dessin de microscope qui a été utilisé par Robert Hooke. Après, donc un drapier, donc il a été un drapier, Anthony van Leeuwenhoek, qui a fabriqué un microscope et il a été le premier à voir les bactéries, donc grâce au microscope qu'il a fabriqué. Donc voilà le microscope fabriqué par Anthony van Leeuwenhoek. Donc, il est de taille, donc il contient des lentilles pour observer l'échantillon. Donc, voilà ici, il porte l'objet, donc les spécimens. Et il contient également donc bien sûr, des réglages, donc c'est paramètres de réglage pour donc déplacer le port d'objet, etc. Donc voilà, c'est un dessin des bactéries, de la forme des bactéries qui ont été observées par Van Leeuwenhoek. Voilà les différentes formes des bactéries. Donc ça, elle a été publiée en 1684 par Leeuwenhoek. Après, comme on a dit, donc le développement des microscopes puissants, aussi avec le développement des techniques de culture et d'isolement des micro-organismes en culture pure, ça bien sûr participé au développement de la microbiologie. Donc le 19e siècle a été l'âge d'or de la microbiologie. Donc, il y avait une explosion de découvertes en microbiologie, surtout avec les travaux de Louis Pasteur et Robert Koch. À cette période, il y avait l'apparition de deux théories, qui sont la théorie de la génération spontanée et la théorie germinale des maladies. Donc, on va voir maintenant c'est quoi ces théories. Donc, on va commencer par la théorie de la génération spontanée. Donc, cette théorie, elle dit que la vie peut apparaître spontanément à partir de matières non vivantes. Donc, les personnes qui ont proposé cette théorie, donc elles disent que à partir des matières non vivantes, des êtres vivants peuvent s'apparaître. De comment elles observent par exemple des morceaux de viande, à partir desquels il y a l'apparition des asticots. Et après, ces asticots transforment en mouches. Donc, ils disent que la vie peut apparaître spontanément. Mais cette théorie, bien sûr, elle a créé un débat parce qu'il y a plusieurs chercheurs qui ont refusé cette théorie. Donc, parmi ces chercheurs, c'est Francesco Rodi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait,
Francisco Rodé, pour prouver qu'il n'y a pas de génération spontanée, il a utilisé des flacons. Donc, un flacon qui a été laissé sans bouchon, donc il contient un morceau de viande. Dans ce flacon-là, il y avait l'apparition des asticots sur la viande. Mais lorsqu'il a fermé ce flacon avec un bouchon hermétique ou bien avec un bouchon grillagé, donc il n'y avait pas d'apparition d'asticots. Donc, quelle est la conclusion de cette expérience? Que les asticots n'apparaissent pas spontanément. Donc, n'apparaissent pas spontanément, mais ils apparaissent lorsque les mouches viennent de pondre leurs œufs à la surface de la viande. Donc, l'apparition des asticots, elle a une relation avec les mouches parce qu'elles pondent leurs œufs sur la viande et après, elles donnent des mouches. Mais le problème que, avec le développement de la microbiologie, la théorie de génération spontanée a réapparu de nouveau. Donc, avec ce chercheur-là, Needham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chauffé un bouillon, donc un bouillon de viande. Il a chauffé donc de chauffage court, donc pour une période courte. Donc, bien sûr, il a laissé le bouillon qui a été chauffé dans courte période. Et après une durée, il y avait l'apparition de la croissance microbienne. Et donc, qu'est-ce qu'il a conclu, Needham? Il a dit que il y a la génération spontanée. Donc, les microbes, qui sont des micro-organismes, apparaissent dans les milieux qui a été, selon Needham, ne contenait pas de micro-organismes. Mais après ça, le chercheur Lazzaro Spallanzani, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refait l'expérience de Needham, mais dans cette expérience, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chauffé suffisamment le bouillon, donc il a chauffé avec une longue période de temps. Il a fait deux types d'expériences. Donc, dans une expérience, il a laissé le flacon ouvert, dans laquelle, après une période, il y avait l'apparition des micro-organismes. Mais lorsqu'il a fermé le flacon, après chauffage, avec une longue période, il n'y avait pas de croissance microbienne. Et donc, comme conclusion, il a dit que les microbes venaient de l'air. Mais Needham n'a pas accepté les résultats de cette expérience et il a déclaré que Spallanzani a tué le principe actif avec le chauffage dans une durée très longue. Il a dit que le principe actif, il veut dire par ça que l'origine des micro-organismes ou bien l'origine de la vie, elle a été tuée par la chaleur. Et aussi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que lorsqu'il a fermé hermétiquement les flacons, il a empêché l'entrée de principes actifs. Donc voilà, c'est la déclaration de Needham. Donc, ce qui va répondre à cette question, c'est bien sûr le grand chercheur Louis Pasteur. Donc, c'est un chimiste français et c'est un grand opposant à la théorie de la génération spontanée. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Pasteur? Donc, il a dit comme réponse pour Needham, donc je vais utiliser un flacon qui est ouvert. Donc, on va laisser l'entrée de principes actifs, mais je vais utiliser un flacon spécial qui a un col sous forme de cygne. Donc, il a, bien sûr, voilà ici le flacon qui a été utilisé par Pasteur. Donc, flacon, ce qu'on appelle flacon à col de cygne, qui est incurvé, comme ça. Donc, voilà l'expérience de Louis Pasteur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé un liquide non stérile dans un flacon et il a collé ce fragment-là qui est en forme de col de cygne. Et il a stérilisé le liquide par chauffage. Donc, voilà. Donc, les microbes venus de l'air, ils vont rester emprisonnés dans ce fragment-là, dans la courbure, et le liquide reste stérile pendant une longue période. Donc, qu'est-ce qu'il a fait comme deuxième partie pour prouver que les microbes venus de l'air? Il a incliné le flacon, donc le liquide maintenant entre en contact avec les micro-organismes, il y a poussière, et après une courte période, il y avait l'apparition de la croissance microbienne dans le liquide. La deuxième expérience, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé
le col de flacon. Et après une courte période, il y avait l'apparition, la croissance microbienne. Et donc, Pasteur, il a conclu que les micro-organismes n'apparaissent pas spontanément. Donc, Pasteur a fini le débat sur la génération spontanée. Donc, après les travaux de Louis Pasteur ont conduit à la découverte ce qu'on appelle la stérilisation. Donc, et que les micro-organismes peuvent être tués par la chaleur. Aussi la vaccination, donc il y avait l'apparition de la découverte de vaccins contre l'anthrax, la peste noire et la rage. Après, il y avait l'apparition d'une théorie, ce qu'on appelle la théorie germinale des maladies. Qu'est-ce qu'elle dit cette théorie-là? Elle dit que certains micro-organismes pourraient être la cause de certaines maladies. Donc la relation entre les maladies et les micro-organismes. Donc, comment on a pu prouver ça? Donc, bien sûr, le médecin microbiologiste Robert Koch, qui a été le premier à donner des preuves en faveur de cette théorie, avec ses travaux sur la maladie de charbon, ce qu'on appelle l'anthrax. Robert Koch, qu'est-ce qu'il a fait? À partir d'un animal qui est malade, il a donc observé le sang de l'animal malade et de l'animal qui est sain, et il a observé l'agent pathogène suspecté. Et après ça, il a cultivé, ensemencé l'agent pathogène sur une boîte et il y avait le développement de l'agent pathogène et ici il n'y avait pas de l'apparition des organismes sur la boîte. Et après l'isolement de ce micro-organisme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inoculé le pathogène à un animal sain et il y avait l'animal devient malade et il a réisolé de nouveau l'agent pathogène et le cultiver en culture pure. Voilà ces étapes-là. Donc, si l'agent pathogène isolé, donc 2 fois à partir de premier animal qui a été malade et le deuxième qui a été inoculé par le pathogène, donc elle a prouvé que ce pathogène est à l'origine de cette maladie. À partir de ces résultats, Koch a pu établir la relation entre la bactérie appelée Bacillus anthracis et la maladie d'anthrax. Donc, Bacillus anthracis est le responsable de la maladie d'anthrax. Et donc, il a confirmé la théorie germinale des maladies. Mais, quand on va dire qu'un micro-organisme est responsable d'une maladie, il doit respecter ces 4 postulats de Koch. Donc, le micro-organisme doit être présent dans chaque cas de maladie. Comme ici, donc doit être présent dans le sang ou bien sûr dans les tissus de maladie. Mais absent des organismes sains, doit être absent de l'organisme sain. Si elle est présent dans l'organisme sain, donc ne respecte pas les postulats de Koch. Le micro-organisme suspect doit être isolé et cultivé en culture pure, comme ici. Donc il doit être isolé. Donc, et cultivé en culture pure, doit donner des colonies pures de ce pathogène suspect. Troisième postulat, donc la même maladie doit se développer quand le micro-organisme isolé est inoculé à un hôte sain. Donc comme ici, l'agent pathogène isolé, lorsqu'il est inoculé à un animal sain, elle doit développer la même maladie. 4. Le même micro-organisme doit de nouveau être isolé de l'autre malade. Donc comme ici, le même micro-organisme, comme Bacillus anthracis, doit être isolé de l'animal malade ou de l'autre malade. Alors, voilà les postulats de Koch. Et après ça, Robert Koch a pu établir la relation entre la tuberculose et l'agent responsable de la tuberculose qui est Mycobacterium tuberculosis. Donc il a développé une technique de coloration spécifique des tissus donc qui permet de visualiser Mycobacterium tuberculosis. Donc c'est la première, donc c'est le postulat numéro 1. Donc pour observer le micro-organisme dans l'autre malade. Et après, il a pu isoler Mycobacterium tuberculosis en milieu pur. Et après, il a inoculé la bactérie
chez un animal sain. Donc, l'animal a développé une maladie de tuberculose, et après, il a isolé de nouveau des colonies de tuberculose. Et donc, cette étape-là, elle respecte les postulats de corps. Et donc, il a établi que la tuberculose, donc ou bien l'agent pathogène de la tuberculose, c'est Mycobacterium tuberculosis. En plus de cette théorie-là, il y avait l'apparition de ce qu'on appelle l'écologie microbienne. L'écologie microbienne s'intéresse à l'étude des micro-organismes du sol et des habitats aquatiques. Et donc, les principaux chercheurs qui ont participé au développement de l'écologie microbienne, donc on trouve Martinus Beijerinck et Sergei Winogradsky, qui est un écologiste et microbiologiste russe. Donc le premier, donc Beijerinck, il a développé des techniques d'enrichissement des cultures et aussi il a isolé des bactéries, ce qu'on appelle des bactéries fixatrices d'azote, comme l'azotobactère et Rhizobium, et les bactéries sulfato-réductrices. Et donc il a pu identifier le premier virus qui est le virus de mosaïque de tabac. Winogradsky aussi, il a découvert que les bactéries de sol oxydaient le fer, le soufre, l'ammoniac pour obtenir de l'énergie, donc ce qu'on appelle les chimiolithotrophies. Et là aussi, il a pu découvrir que de nombreuses bactéries peuvent fixer le CO2, ce qu'on appelle l'autotrophe, à la manière des organismes photosynthétiques. Les travaux de ces chercheurs ont permis donc aujourd'hui de comprendre les cycles biogéochimiques qui rendent la vie sur Terre possible. Donc, comme l'exemple ici, le cycle d'azote. Donc, l'azote atmosphérique peut être fixé par les prokaryotes, ce qu'on appelle des micro-organismes fixateurs d'azote, donc qui le rendent disponible pour les plantes. Et aussi, il y a des micro-organismes qui réalisent ce qu'on appelle la nitrification. Et donc, il y a aussi des micro-organismes qui transforment l'azote, qui est sous forme de nitrate, en azote moléculaire. Voilà, on va arrêter pour cette vidéo à ce niveau-là et on va continuer sur ce chapitre monde microbien dans la deuxième vidéo.